Le Club Noé, pour un petit rappel, c'est un club de réflexion régionale, d'échange d'actions sur les nouveaux modèles économiques. Club Noé rassemble différents acteurs diversifiés, des dirigeants d'entreprise, des collaborateurs, des élus, des agents de collectivité, des chercheurs, des consultants, des écoles. Son rôle est de sensibiliser, former, capitaliser, animer le débat public et d'accompagner vers des projets concrets. Bref, de créer un terreau qui soit favorable à l'émergence de nouveaux modèles économiques. Alors, il y a deux formules pour adhérer au Club Noé. Nous avons une adhésion de membres soutien. Donc cette adhésion, c'est très bien pour ceux qui souhaitent participer symboliquement et montrer leur attachement à nos réflexions, à nos actions. Et il y a l'adhésion du membre engagé pour ceux qui souhaitent faire progresser leur organisation grâce à la réflexion sur ces nouveaux modèles et avoir accès à différents services comme les rendez-vous individuels par exemple ou les groupes de travail. Alors nos sujets sont très stratégiques pour nos organisations. Et c'est pourquoi, effectivement, ce soir, on voit que dans la salle, il y a au moins 2 tiers des personnes qui sont à des postes de direction dans leur organisation. Et ça montre effectivement l'intérêt stratégique du sujet. D'autre part, on va le voir après dans la plénière, coopérer pour s'engager sur une performance. Pour coopérer, on coopère avec des acteurs qui soient extrêmement divers. Et dans ce cadre-là, effectivement, ce soir également, dans le public, il y a des entreprises, des collectivités, des bailleurs sociaux, des consultants, des personnes de l'enseignement, des associations. Et ça, c'est extrêmement important pour les actions que nous souhaitons développer. Alors, il y a un peu moins d'un an, nous avons fait une enquête auprès d'adhérents qui avaient engagé des démarches de progrès dans leur organisation. Et ça nous a révélé effectivement un certain nombre d'indicateurs qui sont relativement intéressants, notamment par rapport à l'amélioration des offres, c'est-à-dire que leur réflexion, leur accompagnement sur ces dispositifs ont permis d'améliorer leur offre pour 96%, donc ça veut dire que clairement ça fait bouger les lignes dans les offres des organisations. 70% ont développé de l'innovation, et ça, il faut quand même se dire qu'on parle aussi d'entreprises très traditionnelles aussi. Il y a des entreprises très innovantes de base, on va dire, mais quelque part, il y en a aussi qui sont très traditionnelles et qui pourtant portent des innovations. 44% ont créé de l'emploi par rapport à ces démarches. 85% ont noué des nouveaux partenariats, et là on voit effectivement les questions de coopération qui sont essentielles dans ces démarches. 78% prennent mieux en compte le territoire, donc l'ancrage territorial est extrêmement aussi important. Et la compétitivité a été améliorée pour 70% d'entre eux. Donc on voit bien que quelque part, on va au-delà du stade juste de la réflexion et de la prospective. C'est vraiment de rentrer dans l'action, dans les organisations. Alors, il est d'usage maintenant au niveau des plénières de parler un peu de quelques actualités des adhérents et des progrès enregistrés. Et aussi des actualités des membres fondateurs. Donc au niveau des membres fondateurs, je vais citer quelques événements prochains. Alors, le Réseau Alliance et le CJD vont lancer un nouveau parcours d'accompagnement à l'économie de la fonctionnalité de la coopération à destination des dirigeants d'entreprise en mars 2018. Donc ceux qui sont intéressés pourront se retourner vers Réseau Alliance ou le CJD. Le CJD prépare une plénière à Amiens sur les nouveaux modèles économiques. La CCI organise le 21 décembre un déjeuner de sensibilisation à l'économie de la fonctionnalité de la coopération pour les dirigeants d'entreprise au Club Triade. La CCI et la région lancent les accélérateurs REF3, qui sont des programmes d'accompagnement personnalisés pour développer les piliers de REF3, dont l'un d'entre eux est l'économie de la fonctionnalité de la coopération et un autre l'économie circulaire. Et le CERD publie l'Observatoire Climat Hauts-de-France qui fait un bilan du changement climatique dans la région. Et visiblement, ça fait peur.
Et donc cette publication est consultable sur le site du CERD. Pour les actualités des adhérents, alors un groupement qui a été constitué par Atemis et plusieurs adhérents du Club Noé a été retenu pour un appel à projet de la communauté de communes Pével Carambeau, un projet qui s'appelle Pével Premium, pour accompagner la création de groupements d'entreprises. Il y a la mise en place d'un magasin communautaire pour les clients d'HD Automatisme, la mise en place de la plateforme numérique de Flex Inc. Harmonie Nature développe l'eau en vrac. WebPulsar a obtenu un soutien de la métropole européenne de Lille pour changer son organisation en lien avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et l'Institut catholique de Lille déploie son projet LifeTree. Voilà pour ma petite introduction. Je vais laisser la parole à Simon Ledet, qui est délégué général du Club Noé et qui va animer cette soirée. Simon, je te laisse la parole. Merci. Du coup, j'invite aussi les intervenants à me rejoindre par la même occasion. Donc, Augustin, Olivier, Agnès et Fabien. Du coup, qui interviendront, qui sont des membres du groupe Habité et qui interviendront justement pour expliquer un petit peu leur retour d'expérience dans le cadre de l'appartenance à ce groupe. Alors, c'est quoi le groupe Habité? Le groupe Habité, c'est un groupe essentiellement d'entreprises qui interviennent à différents niveaux de la chaîne de valeur de l'habité. Vous avez un premier niveau d'entreprise qui interviennent surtout sur des logiques de conception, un second niveau qui intervient sur la réalisation, un troisième niveau sur l'enjeu de la maintenance, et puis aussi un quatrième niveau qui est lié plus à l'ensemble des services qu'on peut trouver dans l'habité. Vous voyez par exemple une association comme Citeo, comme ASAP MSD, l'AISM, qui sont les associations qui proposent des services qui sont directement liés finalement à la sphère de l'habité. On y reviendra par la suite pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Ces entreprises, elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles sont toutes engagées dans le domaine de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont rentrées dans une logique dite servicielle, c'est-à-dire qu'une entreprise de chauffage ne vend plus forcément des chaudières. Son objectif, c'est plutôt de vendre une logique de confort thermique. Un architecte ne vend pas forcément la conception d'un habitat, et donc il se rémunère sur un volume de travaux, mais vend plutôt une solution d'habiter qui est co-conçue, qui est co-construite, on y reviendra par la suite avec Fabien. Une association d'aide à la personne ne vend pas forcément un volume d'heures de ménage ou d'aide à la personne, mais accompagne ses bénéficiaires pour bien vieillir chez soi. Voilà le genre de déplacement qui est opéré lorsqu'on rentre dans cette logique servicielle, plus vendre simplement un produit, mais rentrer dans une logique vraiment de performance d'usage, et une performance qui est durable. Ces entreprises, comme elles sont engagées dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, par définition, elles souhaitent coopérer entre elles. Pas coopérer juste pour coopérer, c'est parce que justement le fait de rentrer dans cette logique servicielle fait qu'au bout d'un moment, si on veut vraiment vendre du confort thermique, l'entreprise de chauffagiste toute seule, elle n'est pas seule responsable de atteindre un confort thermique. Il va falloir s'associer avec un menuisier, il va falloir s'associer avec une entreprise qui fait de l'isolation. Et puis le confort thermique, ça fait aussi partie du bien vivre chez soi. Donc l'association qui travaille sur le domaine du bien-être chez soi, elle est aussi concernée par la question de la performance énergétique. Donc là, potentiellement, il y a 5 entreprises qui ont des cœurs d'activité, a priori, si on les prend en silos différents, qui n'ont pas vocation forcément à travailler ensemble, et qui, parce qu'elles sont rentrées dans une logique de service, se posent la question en quoi je rends service, en quoi je crée réellement de la valeur, sont amenées vraiment à coopérer pour atteindre cette logique de performance. L'objet de ce groupe, il est un peu triple en réalité. Les entreprises qui se regroupent dans ce groupe de travail, elles y viennent pour 3 enjeux principaux. Le premier, c'est l'enjeu de l'innovation. Le fait, au bout d'un moment, de coopérer, c'est encore une fois, c'est pas la coopération pour la coopération. L'enjeu derrière, c'est expérimenter, co-construire des solutions ensemble, entre entreprises, pour pouvoir s'engager ensemble sur une performance qui dépasse le simple cœur de métier de chacun pris dans une logique en silo.
Il y a un enjeu aussi d'évaluation. Le fait au bout d'un moment qu'on propose que chacun intervienne pour expliquer ce qu'il met en place dans son entreprise, bah, c'est une manière d'évaluer la pertinence de ce qu'on met en place et de confronter tout ça, toutes ces expérimentations au regard des autres qui sont formés à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un enjeu d'évaluation important et qui permet justement d'évaluer la pertinence des solutions. Et puis il y a un enjeu de professionnalisation. Le fait au bout d'un moment qu'on discute collectivement d'enjeux particuliers, puisque c'est des entreprises qui sont rentrées dans des logiques de nouveaux modèles économiques. Il faut savoir que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est un concept qui a 5 ans, à peu près opérationnellement, ça fait 5 ans qu'il est expérimenté dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc on a beaucoup plus de questions finalement qui nous sont posées que de réponses à apporter. Et justement, le fait qu'on discute collectivement de ces questions-là, ça nous professionnalise chacun dans notre métier. Justement parce qu'on collectivise ces enjeux. Et vous allez justement du coup voir un petit peu, découvrir le type de questions qu'on s'est posées depuis 2015. Le groupe Habitat a été créé en janvier 2015. Alors je ne vais pas vous faire forcément un retour très détaillé de toutes les questions qu'on a abordées. Et voilà, je vous en livre quelques-unes. La première chose qu'on a travaillé dans le groupe de travail habité, c'est de questionner les rapports de force qu'il peut y avoir dans la chaîne de valeur de l'habité. On prend par exemple un livrable particulier qui est la livraison d'un logement à un particulier, qui a une valeur, du coup, ce logement. Il y a plein d'entreprises qui sont intervenues pour pouvoir au final livrer ce logement à un particulier. Chaque entreprise, que ce soit de la conception, réalisation, maintenance, est intervenue pour réaliser cet ouvrage. Et donc, du coup, cet ouvrage qui représente la valeur. Et du coup, chaque entreprise représente un maillon qu'on appelle de la chaîne de valeur. Le problème de ces maillons, c'est qu'ils n'ont pas forcément des intérêts qui convergent. Ils n'ont pas forcément intérêt à coopérer. Au contraire, ils ont plutôt des intérêts divergents. On a commencé du coup à tracer le type de relation qu'il pouvait y avoir dans le cadre des acteurs de l'habité. Je ne cache pas que l'architecte, par exemple, avait beaucoup de lignes rouges qui allaient vers lui, où effectivement, ce n'était pas forcément avec l'architecte qu'on avait plus d'intérêts convergents, ou avec le promoteur, ou aussi avec le bailleur social, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises de seconde œuvre et de grosses œuvres dans le groupe. Mais du coup, au moins, on sait pourquoi coopérer, ça ne va pas de soi. Et on comprend beaucoup mieux les enjeux de la coopération, de quoi il faut sortir pour pouvoir faciliter la coopération dans le cadre de l'habité. On a forcément aussi défini c'est quoi l'habité. Nous avons construit également un manifeste du groupe Habité pour expliquer, quelles sont les limites desquelles on veut sortir absolument. La logique industrielle dans l'habité, ça existe. C'est une réalité pour les entreprises, pour les collectivités, pour les habitants, qu'on liste. Et on dit on veut sortir de ces limites-là et on propose une alternative qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui nous amène à penser les choses autrement. Et ce manifeste, il est destiné à tous les acteurs dans le cadre de l'habité qui seraient intéressés à rejoindre ce mouvement et comprendre qu'est-ce qu'on fait finalement dans ce groupe habité. On s'est posé la question de comment coproduire une solution d'habité. Les intervenants reviendront sur cette question-là plus en détail avec une expérimentation qu'on a menée. Quelle pertinence du coût global dans cette logique d'économie de la fonctionnalité? Ben oui, c'est la question de comment ça se finance tout ça. Si je rentre dans une logique servicielle, le prix au mètre carré, forcément, elle n'est plus forcément l'unité de facturation qui est la bonne, par exemple, pour vendre du confort chez soi, ou du bien vivre chez soi. En tout cas, si c'est ça qui résume la performance, ça va être très compliqué d'avoir des discussions pour valoriser tous les services. Donc du coup, on a commencé à discuter d'une autre manière de financer ce modèle, à travers la question du coût global, je devrais même dire du coût global élargi partagé. Et on a même créé un jeu pour essayer justement d'associer d'autres parties prenantes à financer ce modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a croisé également d'autres points de vue que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, notamment en allant rencontrer des groupements d'entreprises qui ont été accompagnés par le CD2E. Et on a fait cette rencontre à Réa Futur, qui est une maison qui a été totalement rénovée avec des écomatériaux dans le bassin minier, pour essayer de comprendre, voilà, nous on a une approche qui relève de l'économie de la fonctionnalité. Vous avez créé un groupement d'entreprises plus sur des questions d'écomatériaux, d'économie circulaire. Ce que vous avez fait, ça nous intéresse parce que
Au final, on fait ça pour intégrer le développement durable dans notre modèle économique. Donc on aimerait bien croiser les regards et les questions aussi de la coopération dans un groupement, qu'il soit dans l'économie de la fonctionnalité ou de la coopération ou de l'économie circulaire, elles peuvent être communes. On s'est posé la question de l'évaluation de la valeur créée dans cette sphère. Il y a beaucoup d'immatériel en fait dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Quand je parle de bien-être chez soi, comment on évalue ça comme performance? Ça ne se mesure pas, il n'y a pas des indices ou des calculs qui mesurent encore le bien-être, mais il faut bien quand même évaluer cette affaire pour pouvoir justement montrer qu'il y a une création de valeur. Et là, on a une association qui a fait un énorme travail sur cette question de l'évaluation de l'immatériel, parce qu'elle est en plein dans l'immatériel, qui est Citeo, qui est une association de médiation, et qui a du coup expliqué voilà, comment elle évaluait l'impact de la valeur qu'elle crée, qui est de la valeur immatérielle, pour qu'on puisse nous également aussi s'inspirer et dupliquer ces évaluations dans d'autres domaines. Et enfin, les deux dernières questions. Comment présenter une offre globale d'habité relevant de l'économie de la fonctionnalité? Et surtout, les retours d'expérience des expérimentations menées par les membres. C'est l'un des enjeux principaux maintenant du groupe Habité, qui est que maintenant qu'on a posé toutes ces questions-là, qu'on a commencé sérieusement à y répondre, l'heure maintenant est à l'expérimentation. Et l'idée, c'est de consacrer ce groupe Habité à des retours d'expérience de ces expérimentations et qu'elles soient discutées collectivement, évaluées et toujours poussées un peu plus loin. Du coup, pour terminer ces enjeux de l'habité, je voulais juste vous montrer deux schémas qui sont assez représentatifs du travail qu'on a pu mener pour essayer de préciser c'est quoi l'habité. Ce schéma-là, du coup, a été en grande partie travaillé dans le cadre de l'accompagnement du groupe Sylva Greg, qui avait été porté par la CCI Grand Lille sur l'économie à fonctionnalité, et qui distingue trois grands niveaux, finalement, dans l'habité, et qui sont importants de penser au départ séparément. Donc un premier niveau qui concerne simplement le logement, on pourrait l'appeler, c'est ça l'habitat. On peut le penser de manière durable, mais il n'empêche que voilà, la question, que l'enjeu de la création de valeur, elle se pose d'abord et en premier sur la question du logement, sa qualité intrinsèque, le lien aussi par rapport à des enjeux de santé, la qualité de l'air, la qualité de l'eau sont des choses qui sont directement liées au logement en tant que tel. Puis il y a une sphère qui est un peu plus large, un périmètre un peu plus large, qui est l'habité, qui va potentiellement concerner les liens sociaux, les relations de voisinage, le lien au quartier. Et puis, il y a les dimensions aussi du territoire. Le fait au bout d'un moment que je construise justement ce bâtiment avec des écomatériaux, ça a un impact sur le territoire. Le fait que je fasse appel à des entreprises qui sont sur le territoire, ça a un impact économique important pour le territoire. Et je pourrais prendre encore plein d'autres exemples dans ces différentes sphères. Et c'est important d'avoir ces trois sphères toujours en tête et de se poser la question en quoi on crée de la valeur à ce premier niveau, à ce deuxième niveau et à ce troisième niveau. Et enfin, on a créé un petit schéma qui montre l'ensemble des registres des effets utiles dans l'habité. Puisque finalement, c'est très très large de voir un petit peu quels sont les différents effets utiles que l'on crée dans l'habité. Alors, on pourrait encore l'élargir. Ça, ce sont les effets utiles qui sont présents, que l'on est capable de prendre en charge dans le cadre du groupe Habité. Donc des effets utiles qui relèvent de la santé des habitants. Je vous parlais de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, c'est des enjeux qu'on est capable de prendre en compte et qui sont les effets utiles importants à valoriser. La question du vivre ensemble. Là, on a un syndic de copropriété dans le groupe qui pourrait vous parler de cette problématique-là, du vivre ensemble, qui lorsqu'on est capable de la prendre en charge sérieusement, ça peut créer énormément de valeur. L'enjeu de la sécurisation et de la tranquillité. L'enjeu de l'efficacité énergétique. Et enfin, l'enjeu du lien au territoire. Toutes ces dimensions d'effets utiles, au bout d'un moment, il faut qu'ils soient compris dans le modèle économique de chaque entreprise ou du groupement lorsque c'est un groupement qui est mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses, entre guillemets, sur lesquelles on va juste marketer ou on va juste montrer qu'on est un petit peu différent. Il faut vraiment prendre ça en charge dans la manière dont on va valoriser, facturer l'ensemble de ces effets utiles et surtout se poser la question du comment. La méthode de travail, c'est la question du comment on prend en charge ces effets utiles. Et à cette question du comment, la réponse, c'est on est obligé de coopérer. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas un acteur qui tient l'ensemble des effets utiles. Et donc du coup, c'est la bonne nouvelle parce que la coopération, ça crée énormément plein de valeur. C'est aussi la mauvaise nouvelle parce que malheureusement, des coopérations ne va pas de soi, elle ne se décrète pas.
Et c'est l'enjeu finalement du groupe Habité, c'est de rassembler les acteurs qui sont déjà prêts à coopérer et qui ont compris l'importance dans leur activité de rentrer dans cette logique de coopération. Et voilà, je m'en arrête là pour l'introduction du sujet. Et on va passer maintenant à des retours d'expérience qui vont un peu concrétiser cette présentation. Et la galanterie me propose de commencer par Agnès. Peut-être Agnès, est-ce que tu peux te présenter ton entreprise et ta trajectoire vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, le tout, si possible, en 3 minutes. Merci. Je vais tenter cet exercice difficile. Bonsoir à tous. Alors, mon entreprise n'est pas une entreprise, c'est une association. Elle s'appelle Solia Métropole Nord. Je n'en suis pas la gérante, j'en suis la directrice générale. C'est une association qui a aujourd'hui 50 ans. Elle est née en 1967. Elle compte 200 salariés. Son domaine d'activité, c'est l'insertion sociale des plus fragiles, des plus vulnérables de la métropole lilloise grâce à un patrimoine de logements que nous avons en propriété et en gestion. J'ai pris la direction de cette association fin 2012 dans une situation économique et sociale très compliquée. Et j'ai cherché des ressources externes pour m'aider à redresser et à remettre sur pied l'association. Et finalement, le parcours de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, les échanges riches que j'ai pu avoir avec les uns et les autres m'ont apporté des ressources importantes, intéressantes. Et j'ai trouvé que même si je me sentais un peu en décalage parfois avec les entrepreneurs qui étaient autour de moi, eh bien, j'y ai trouvé beaucoup de ressources. Avant l'économie de la fonctionnalité de la coopération, ma vision et notre vision, c'était que cette association se résumait, si je puis dire, à insérer par le logement, mais dans une vision très auto-centrée, les ménages les plus démunis, finalement sans aucune coopération à l'externe. Et notamment avec toutes les parties prenantes qui sont nécessairement en lien avec nous. On était dans une situation de repli complet, ce qui peut-être nous a conduit à cette situation économique difficile, mais il y avait aussi une situation de repli à l'interne entre les directions. Et donc un des challenges était de remettre en mouvement, de permettre les échanges, une vision positive à l'interne et de redonner confiance surtout. Et donc le travail avec vous, messieurs, dames, a été très bénéfique. Aujourd'hui, la nouvelle proposition de valeur de l'association, c'est de se positionner comme un véritable intégrateur des politiques publiques de l'habitat et social sur le territoire de la métropole. De ce fait, l'organisation interne a beaucoup évolué. Et les coopérations avec ces parties prenantes que nous considérions presque au départ comme des externalités négatives, c'est les termes que j'utilisais dans les échanges avec mes pairs. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est entré vraiment dans un partenariat avec les collectivités locales. Nous sommes moins hégémoniques et nous essayons, et là ça renvoie à la sphère de l'habité décrite précédemment, nous essayons d'être une pièce dans ces différentes sphères décrites de l'habité. Voilà. Mais tout n'est pas terminé. Merci beaucoup. Du coup, quand tu vois ce schéma avec les différents registres d'effets utiles, en quoi ça fait sens par rapport à ton activité et le fait que du coup, on ne considère plus uniquement la question de l'habitat, mais qu'on passe de la question de l'habitat à l'habité. En quoi c'est pertinent dans ton activité ? Alors, passer de l'habitat à l'habité est pour moi une évidence, une nécessité et un besoin depuis bien longtemps. Je regarde Christian, puisque dès 2011-2012, au sein du Conseil de développement, nous avions déjà travaillé sur ce concept. En effet, il nous paraissait assez incongru de raisonner uniquement l'objet logement. La métropole européenne de Lille nous avait sollicité pour donner une contribution
des membres du Conseil de développement sur cette thématique du programme local de l'habitat. Et nous avions pris la posture de dire nous ne voulons pas faire un groupe de travail sur l'habitat, mais sur l'habiter. Et on a essayé d'expliquer à la MEL ce que c'était pour nous que ce concept de l'habiter. Et on avait, nous aussi, dessiné des sphères, un peu qui ressemblaient à celle-ci. Et c'était voilà, c'est quelque chose qui a vraiment intéressé, je pense, les élus. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec la commission urbanisme de la MEL. C'était une première pour le Conseil de développement, et donc ça a déjà fait sens. Pour ce qui est de Solia, cette vision des sphères de l'habité a du sens aussi. Notamment au travers d'un document très technique que vous connaissez sans doute pour ceux qui travaillent dans l'habitat, c'est le plan stratégique de patrimoine. Normalement, tous les bailleurs sociaux font un PSP pour avoir un calendrier de maintenance et de réhabilitation de leur patrimoine. Nous l'avons remis sur la planche en 2015. Et dès l'origine, il nous paraissait vraiment incongru de ne raisonner que sur le volet très technique de nos logements. On a immédiatement eu envie de prendre en compte l'environnement. Dans quel quartier ces logements sont-ils implantés? Quels sont les services à proximité? Nos habitants pourront-ils avoir facilement accès aux transports en commun? Voilà, ce volet de la ville, des services urbains, a fait sens immédiatement pour nous. Ainsi que plus largement une forme d'utilité sociale de nos logements. Qui a envie d'aller habiter dans ces logements-là, dans ce quartier? Voilà. Et donc on peut dire que concrètement, au travers de ce document extrêmement technique, on a abordé les différentes sphères qui sont proposées ici dans ce schéma de l'habité. Voilà pour ce schéma. En ce qui concerne les effets utiles, nous, on n'a pas cette terminologie-là chez Solia. On parle plutôt d'inclusion sociale. Enfin, on essaie d'objectiver, plus exactement, notre utilité sociale. À quoi nous servons à la fois pour les habitants, pour les collectivités, pour nos collègues bailleurs, voilà, pour tous les écosystèmes qui gravitent autour de ces sphères. Et on parle donc d'indicateurs qui ont trait à l'inclusion sociale et à la citoyenneté de nos habitants. Mais finalement, on retrouve les questions de santé, on retrouve les questions de vivre ensemble, de sécurisation, d'efficacité énergétique pour que nos habitants qui sont les plus démunis, évidemment, aient un coût du logement le plus réduit possible. Le lien au territoire, c'est évident. Donc oui, on est complètement dans ces réflexions. Lorsque j'avais rencontré Simon, je lui avais dit qu'on faisait de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération sans le savoir, mais que j'avais pas les terminologies, et ça avait été très riche voilà, d'échanger là-dessus. Très rapidement, est-ce que du coup le fait de formuler les choses de cette manière, même si effectivement vous étiez déjà dans cette logique-là, est-ce que ça vous a permis de mieux valoriser la valeur que vous créez finalement? Parce que comme maintenant elle est un peu plus conscientisée, qu'elle est objectivée, est-ce que ça... Quelque part, finalement, si elle n'était pas révélée, elle n'existait pas, cette valeur, ou elle n'était pas perçue. Et donc, du coup, on ne peut pas la transformer en valeur économique. Est-ce que, du coup, ça a au moins permis de rentrer dans cette logique-là? Oui, tout à fait. Vouloir objectiver cette utilité sociale, on l'a fait en s'adressant à un professionnel, un bureau d'études qui nous a aidés à l'objectiver. Et tout de suite, ça a été l'occasion de mettre autour de la table toutes ces parties prenantes. Et on a ainsi pu identifier tous les coûts évités, par exemple, que l'association portait pour le compte des collectivités notamment. On nous reprochait d'être de mauvais gestionnaires, d'avoir trop d'impayés, d'avoir trop de logements vacants, d'avoir des ménages qui font du bruit dans les quartiers. Enfin, que sais-je. Nous logeons des ménages qui, parfois, en effet, posent des difficultés à leurs voisins.
aux élus locaux, etc. Et donc c'était important de mettre autour de la table tout le monde et de partager cette vision et que chacun puisse sortir de sa case, de sa vision pour être dans un dialogue permanent. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à une contractualisation dans une forme de document co-signé et qui permettrait, voilà, étape après étape, année après année, de réactualiser les objectifs communs partagés pour ses habitants et sur un territoire. Et pour cela, j'ai fait appel dernièrement à la préfète déléguée à l'égalité des chances. Elle part dans 2 jours, mais son successeur saura sans doute prendre le relais. En tout cas, j'ai eu la confirmation, je dirais au niveau presque du plus haut sommet de l'État local, que de devoir coopérer pour faire face à des questions de société et qui concernent vraiment beaucoup de gens dans le territoire, c'était important de réunir tout le monde pour qu'il n'y ait plus, c'est son expression, de trous dans la raquette, et que l'argent public soit utilisé de façon efficiente. Il n'y a pas de raison non plus que moi je négocie en one-to-one avec telle ou telle collectivité, tel et tel financeur, et que peut-être certains logements, certains ménages soient financés doublement, à contrario, certains ne le seraient pas. Enfin, l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table pour n'oublier personne, et avoir une vision et un accompagnement le plus juste possible et en tout cas complètement en phase avec les politiques locales et d'État sur ces questions d'insertion sociale par le logement. Et aujourd'hui, on en a eu encore voilà, un peu la preuve avec les propos d'Emmanuel Macron à Tourcoing tout à l'heure. Merci. Donc du coup, tu as réuni des acteurs publics de différentes structures autour de la table. Comment tu t'y es prise pour qu'ils coopèrent avec toi? Tu les as forcés, tu as mis une ceinture explosive et vous ne sortez pas tant qu'on ne coopère pas. Comment tu t'y es prise? Je sais être suffisamment insistante, mais tout en étant, comment dire, avec des arguments, avec des chiffres, en ayant objectivé réellement les résultats de la structure. Mais l'objectivation, c'est pas uniquement les chiffres. C'est aussi l'état d'esprit, c'est aussi l'attitude, mais c'est aussi l'image des habitants. Par exemple, j'en avais marre de montrer uniquement des chiffres. Cette année, j'ai décidé dans mon rapport d'activité de mettre en photo les habitants qui occupent nos logements. J'incite beaucoup nos partenaires qui souvent gèrent des lignes de financement depuis leur beau bureau. Je les incite beaucoup à venir sur le terrain, à visiter, à rencontrer nos ménages, à participer à des ateliers collectifs. Lors de notre assemblée générale, les habitants seront aussi présents. Et ça, c'est important que chacun apprenne à aller vers l'autre, voilà, pour être plus convaincant. Merci beaucoup. On va passer du coup à un autre témoignage, une autre expérience avec Augustin. Pareil, même exercice, je te laisse te présenter en 3 minutes ta structure et ta trajectoire vers l'économie, la fonctionnalité et de la coopération. Merci. Donc moi je suis Augustin Outers, je dirige le groupe Sylvagreg. Sylvagreg, c'est une entreprise familiale qui a 40 ans. Nous sommes des spécialistes de la construction de logements. On intervient quasiment exclusivement en B2B, donc nos clients ne sont que des promoteurs privés ou des bailleurs sociaux. Et on a, je dirais, 3 métiers. Un métier historique qui est le gros œuvre, un autre métier qui est l'entreprise générale, et un 3e métier qui est la construction bois, avec une structure dédiée qui est création bois construction. Alors pour poser un petit peu la problématique du groupe Sylvagreg, on est des acteurs du logement, comme je viens de le dire. Le logement est aujourd'hui un marché qui est extrêmement concurrencé, qui traverse une crise importante depuis 2008.
avec une vraie difficulté à valoriser autre chose que le niveau de prix. Aujourd'hui, toutes nos offres sont avant tout analysées sur un ratio qui est le prix au mètre carré de logement. Très difficile de valoriser des innovations, qu'elles soient sociales ou environnementales. Donc c'est un petit peu cette base de situation qu'on s'est posée pour se dire comment en sortir. Historiquement, notre cœur d'activité, c'est le premier cercle en tant que constructeur. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est effectivement, est-ce qu'on pourrait prendre d'autres enjeux en compte que ce prix au mètre carré brutal. On s'est orienté sur ces enjeux de chantier sur lesquels on avait des compétences et une vraie appétence. Donc effectivement, aujourd'hui, dans un logement, quelle importance on donne à la qualité de l'air, quelle importance on donne à la qualité de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets liés aux ondes électromagnétiques qu'on pourrait valoriser? Mais on s'est quand même très vite rendu compte que, comme l'a dit tout à l'heure Simon, se limiter à ce périmètre est très, très limitant et qu'il fallait qu'on ait une logique de périmètre un peu plus large, mais sur des périmètres sur lesquels on ne pouvait pas travailler seul, parce que là, on dépassait nos compétences. Donc vraiment une logique de comment créer des coopérations pour habiter dans un mode durable, effectivement, prendre en compte d'autres enjeux qui sont des enjeux énergétiques, donc là qu'on peut plus naturellement prendre en compte, mais encore au-delà de ça, des enjeux de territoire. Comment valoriser aujourd'hui nos emplois locaux? On n'emploie pas de travailleurs détachés, mais on n'arrive pas à le valoriser. Comment valoriser le patrimoine? On est une entreprise de maçonnerie avant tout, donc une culture de maçon, on maçonne des briques. Est-ce que ça ne peut pas se valoriser dans une offre, etc. On parle de mutualisation d'espace, je ne vais pas reprendre tout le périmètre. C'est sur ces enjeux-là qu'on a essayé de travailler, et peut-être qu'on peut rebondir sur le projet Beginov tout de suite, si tu veux bien. Parce qu'on était, nous, au travers du groupe Habité au sein de l'entreprise sur ces fonctions-là, en recherche de terrains d'expérimentation. Effectivement, quels sont aujourd'hui des maîtres d'ouvrage qui seraient prêts à nous suivre sur des réflexions avec un élargissement du périmètre. Je pense, c'était à peu près peut-être il y a 2 ans, où le bailleur social, la SAU du Hainaut, a proposé un appel à candidature sur un projet CREM, donc conception, réalisation, entretien, maintenance. C'est une première chose. On va au-delà de la phase de construction. On nous demande de prendre en charge la partie énergétique et de s'engager sur une durée. Et puis on va passer ce petit film qui est intéressant pour voir le positionnement qui a été pris à ce moment-là. Begin Edges, la résidence intergénérationnelle de demain. Une équipe de spécialistes associés de bout en bout de la chaîne, en contrat, pendant 20 ans. La maquette numérique au service de la construction et de l'exploitation des immeubles. Et bim! Appliquer les principes industriels à la construction des logements. Un lieu convivial d'échange et de partage entre les habitants du quartier. Un espace partagé de loisirs et de services. Voisine, on peut mettre la Reine des Neiges? Oh oui, Reine des Neiges! Un lieu où il fait bon vivre, que chacun a envie de préserver, en le protégeant, comme s'il était sien. Prendre soin des personnes qui sont jeunes depuis un peu plus longtemps que les autres.
vu notre facture d'électricité? Maman, pourquoi les voisins, eux, ils payent une grosse facture d'énergie et nous, presque pas? La modularité du logement. Une résidence et des logements connectés. Un modèle à dupliquer et à adapter. Begin Edges, la haute qualité de vie et de service. Donc un appel à projet qui tout à fait intéressant, en tout cas qui demandait d'essayer de répondre à des enjeux nouveaux et tout à fait en phase avec ce qui nous intéressait d'essayer de construire. Donc on a proposé au groupe Habité de construire, de répondre à cette offre, à ce projet ensemble. On a candidaté, on a été retenu dans la phase de candidature. Le bilan qu'on peut faire de cette opération, c'est que d'abord ça nous a permis en termes d'animation au niveau du groupe Habité d'expérimenter une forme d'animation nouvelle dans laquelle on n'était pas avec un pilote unique, mais vraiment au vu des différents enjeux, il y a des pilotes différents qui ont pris le leadership pendant la phase de construction de l'offre, chacun pour pouvoir répondre sur ses points forts quelque part. On a pu au final construire une offre qu'on peut décrire comme étant une co-construction. C'est vraiment le bilan qu'on fait avec les différents acteurs de se dire oui, on a co-construit ensemble, ce qui est pas l'usage aujourd'hui dans nos modèles d'affaires. Malgré tout, on a été confronté à des difficultés, c'est-à-dire que dans la phase d'appel d'offres, on est très vite retombé dans une logique de volume, c'est-à-dire qu'au final, tous les enjeux qui étaient portés, il fallait bien se dire à un moment donné, mais comment on va les payer? Et on a, je pense, nous aussi, dans notre offre, on a eu du mal à aller au bout du modèle économique et de valoriser toutes les externalités positives qu'on était en train de proposer. On n'a pas été retenu au final sur l'opération. Et on a une des difficultés qu'on a rencontrées également quand on fait le bilan de cette opération, c'est qu'on avait des interlocuteurs, et notamment une assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui n'étaient pas dans la logique EFC au départ, et qui donc, à un moment donné, avec lesquels c'était quand même compliqué de dialoguer et de se comprendre. Le bilan qu'on fait malgré tout de ce projet, c'est que vraiment, moi je considère que la coopération dont on parle ce soir, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel et qui n'est pas habituel dans nos usages, que ça nécessite beaucoup de confiance entre les acteurs qui veulent coopérer. Ça existe assez peu aujourd'hui. En tout cas, ce type d'opération, le bilan qu'on a fait aujourd'hui, ça a permis pour nous de générer de la confiance vraiment entre les différents acteurs et d'être plus fort finalement pour répondre demain à des nouveaux projets, quoi. Peut-être très rapidement, Olivier, Fabien, vous avez aussi participé à ce projet. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'expérience de Beginov? Oui, en ce qui nous concerne, moi, ça m'a permis aussi de travailler et d'accéder à un marché auquel j'aurais absolument pas pu prétendre, ne serait-ce qu'à étudier, puisque de par notre structure qui est plus petite, etc. Donc cette coopération, elle permet aussi de mettre autour d'un projet des acteurs variés. Rappelle ton activité. Donc, moi, je représente Olivier Delecroix, donc je représente Delecroix Menuiserie. Notre activité, donc comme son nom l'indique, on intervient sur les menuiseries extérieures. On est fabricant et poseur de menuiseries extérieures et sur tout ce qui est aménagement intérieur, donc notamment à travers les agencements mobiliers pour l'habitat. Et donc on a une structure, on est 16, donc on est une plus petite structure que celle d'Augustin par exemple. Et donc ce type de marché, on n'y regarde même pas.
Ouais. Donc là, ça nous permet quand même de pouvoir se positionner et de pouvoir notamment travailler et étudier ce type de... Mais alors pourquoi, de si prestation. d'habitude vous n'intervenez pas sur ce type de réponse, cette fois-ci là vous y êtes allé, qu'est-ce que vous apportez potentiellement d'intéressant dans un groupement, si d'habitude vous ne travaillez pas sur ces questions plus globales? Est-ce que j'apporte des choses? Je ne sais pas. Par contre, une chose est certaine, c'est que la coopération et donc le groupement qui a été constitué autour de ce projet m'a beaucoup apporté. Alors, j'ose espérer que j'ai aussi apporté 2-3 bricoles, mais en tous les cas, ça m'a à la fois ça permet de construire. Je pense que le fait que chacun arrive avec son histoire, avec sa structure, avec sa façon de travailler, etc., ça enrichit considérablement. Ça permet d'ailleurs de reposer tout à plat et de retravailler différemment. J'imagine que pour tous les acteurs, d'ailleurs, ça permet de retravailler autrement que même ceux qui ont l'habitude de le faire, d'ailleurs, habituellement, eh bien, ça a remis les compteurs à zéro et crée une nouvelle façon de travailler. Donc, je pense que chacun apporte, certains plus, parce que plus d'expérience, d'autres un peu moins, mais dans l'ensemble, c'est l'addition de tout ce que tout le monde peut... De tout ce que tout le monde sait faire qui peut créer comme ça cette plus-value. Pour notre part, donc Fabien Prouveau d'Envergure Architecte, donc l'architecte du groupement, ça nous a, en termes d'accès au marché aussi, c'est des marchés auxquels on n'accède pas en tant que petite agence d'archi. On n'est que 3 architectes dans l'agence et pour faire 10 logements, il faut en avoir fait 9 chez le voisin. Et donc pour en faire 40, il faut en avoir fait 39 chez le voisin d'à côté. Et donc par définition, les références, on les a pas. Et on nous remet ça tout le temps dans le nez à chaque fois. Ah mais vous avez jamais fait. Voilà. Donc là pour une fois, c'était pas une question de référence, c'était une question de compétence. Et encore une fois aussi d'innovation. Ce sur quoi, à force de travailler, on peut dire qu'on est innovant, en tout cas dans nos méthodes de travail. Et c'est là-dessus qu'on a pu véritablement valoriser notre savoir-faire, notre métier d'architecte. Comment dire, la deuxième chose, ça a été dans le mode de travail. C'était la première fois où on avait l'occasion vraiment d'expérimenter avec des entreprises de tous horizons. Il n'y a pas que des entreprises de bâtiments dont Olivier et Augustin sont des éminents représentants. Il y avait donc Citeo, il y avait Mohamed Gesnor, pardon, un call center, etc. Enfin, des compétences qui ne sont pas habituelles, avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler en tant qu'architecte, et même dans le bâtiment en général. Et on a été plutôt dans une démarche de recherche itérative du projet commun, que dans une proposition, nous, architectes, en disant, voilà, on va faire les choses comme ça, et tu chiffres, et puis... on optimise, on déshabille tout pour que ça coûte le moins cher possible, et puis à la fin on est content. On est parti d'une page blanche. On a proposé simplement une méthode de travail. On a brainstormé tous ensemble, et puis progressivement on a essayé de poser les sujets les uns à côté des autres et trouver des liens. C'est tisser une toile avec ça, et puis progressivement ça décante et ça finit par obtenir la pépite. Et voilà, c'est aller chercher la pépite tous ensemble qui a été très intéressant aussi pour nous dans cette expérimentation. Alors, je me permets de revenir sur le schéma juste après, puisque finalement, dans cette expérience Beginov, tout le monde contribuait à réfléchir sur des solutions sur l'ensemble de ces effets utiles et essayer de dire, mais moi, dans mon activité, voilà en quoi j'ai une influence sur la santé des habitants, sur la sécurisation ou la tranquillité. Et du coup, c'est posé la question de, mais finalement, quelle performance on vend sur l'ensemble de ces enjeux, performance d'habiter. Et quand même, l'une des principales difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'on n'avait pas les habitants avec nous. On ne pouvait pas
co-construire réellement ces solutions-là. Est-ce que du coup, ça veut dire que potentiellement, il y a des fois, on ne peut pas tout prévoir à l'avance dans la performance. On est obligé de co-construire avec les uns les autres pour justement savoir qu'est-ce qu'on valorise finalement comme performance. Vu qu'on ne peut pas tout anticiper à l'avance, on ne peut pas penser que cet habitant-là, c'est ça qu'il a besoin. En réalité, c'est ce que disait Fabien, c'est que effectivement, il n'arrivait pas classiquement en disant c'est ça le projet qu'on va faire parce que je suis architecte et que je l'ai décidé. C'est là, on doit s'engager sur une performance, sur des besoins qui sont particuliers par définition. Donc, comment on fait dans ces conditions ? En fait, c'est comme une espèce d'iceberg. Et vous voyez que la partie émergée de l'iceberg. Et tout le travail collaboratif, c'est de faire sortir ce qu'il y a en dessous. Et je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais les besoins réels de nos clients, eux-mêmes ne les connaissent pas. Et notre job, c'est vraiment d'aller chercher, quand je dis la pépite, voilà, après si c'est de la glace, elle est en dessous, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et c'est ça, et on n'y arrive pas tout seul. Tout seul, c'est pas possible. Il faut de multiples compétences, de multiples points de vue pour identifier ça et le faire progressivement remonter à la surface. Ça va. Peut-être pour conclure on conclut sur Beginov. Augustin, est-ce que tu t'as enchaîné tout de suite avec l'expérimentation Beginov? Est-ce que le fait d'avoir réfléchi différemment sur les nouveaux modèles économiques t'a permis de monter d'autres partenariats? Parce que là, on vous présente une expérimentation où on fait une solution globale d'habiter, donc le truc le plus large possible qu'on puisse proposer. Est-ce qu'il n'y a pas des coopérations entre guillemets plus petites en termes de périmètre qui ont été possibles sur des enjeux particuliers? Si, bien sûr. Le premier enjeu qu'on a travaillé peut-être sur un plus petit périmètre, c'est les enjeux en interne. Le groupe Sylvagrec, c'est cette structure juridique. Déjà, faire coopérer nos différentes structures entre elles, c'était déjà un enjeu de coopération qui n'était pas simple. Tout ce travail qu'on a pu faire, ça a permis de révéler peut-être cette problématique de coopération qui a amené la décision de créer des groupes de travail entre des dirigeants, les conducteurs de travaux des différentes structures du groupe, de les faire se parler entre eux, encore une fois, avec une logique de faciliter la coopération. Et encore une fois, c'est pas naturel. Ça a permis ces échanges de mettre en avant peut-être des tensions qui existaient au sein de nos structures, du fait que les enjeux n'étaient pas les mêmes pour les différentes structures et que parfois de ma place on avait l'impression que c'était naturel qu'elles travaillent bien ensemble, mais c'était finalement peut-être très compliqué. Ça nous amène aujourd'hui à remettre en cause un petit peu les modes de valorisation des différents métiers pour intégrer des enjeux de coopération entre les structures au-delà des enjeux de chaque structure. Donc ça c'est un exemple interne qui a été mis en place. On a évoqué tout à l'heure au travers de Beginov, on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance. Donc aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus facile d'essayer de porter des projets avec des acteurs du groupe Habité avec lesquels on a déjà travaillé. Donc on travaille aujourd'hui sur des projets de réhabilitation sur lesquels il y a des enjeux d'accompagnement social sur lesquels on peut travailler avec Citeo. Sur les métiers de chauffagiste, il y a plein de problématiques de performance énergétique aujourd'hui sur lesquelles on pourrait travailler ensemble. Je dis on pourrait parce qu'on est aussi à la recherche toujours de terrains d'expérimentation au-delà les cadres des marchés publics. C'est pas évident pour y aller, donc on cherche peut-être plutôt des cadres d'expérimentation privés. Il faut convaincre des maîtres d'ouvrage pour nous accompagner sur ces sujets-là. Et puis en termes d'effets utiles très simples aussi, quand je fais le bilan avec mon collaborateur qui a suivi le projet Beginov, qu'est-ce que tu en as retiré? C'est cette idée de placer finalement l'usager au cœur de l'opération. On dit que c'était finalement pas naturel. On a été beaucoup plus loin que ce que j'avais l'habitude de faire.
Et puis ça, on a identifié des enjeux au travers de BigInnov qu'aujourd'hui on peut mettre en avant sur d'autres projets, peut-être plus basiques, de conceptualisation, mais on arrive malgré tout à mettre en place à mettre en avant des projets, des innovations qu'on n'identifiait pas auparavant, quoi. Merci beaucoup. Ce que je retiens d'important aussi dans ta présentation, c'est que le fait de commencer à discuter d'enjeux de performance tels qu'ils sont là, on donne l'occasion potentiellement de coopérer ensemble. C'est pas pour autant qu'elle est saisie, mais le fait de dire moi je peux contribuer à des enjeux de santé, moi à des enjeux de sécurisation, mais moi aussi, du coup potentiellement on a un terrain pour coopérer ensemble. Alors qu'avant il n'était pas discuté forcément. Et dire mais c'était presque des enjeux sur la performance énergétique, par exemple, un tel qui intervenait pouvait saboter le travail d'un deuxième qui intervenait. Voilà en gros comment ressortaient les enjeux de coopération. C'est dans quelque chose, dans une expérience très négative finalement. Et là, l'idée, c'est de dire, déjà en travaillant en amont, avec un architecte aussi qui a fait aussi un petit peu ce rôle de garant de la coopération, c'est-à-dire qui tenait aussi un petit peu dans sa tête l'ensemble de tous les effets utiles, l'ensemble des contraintes de tout le monde et qui devait se débrouiller avec tout ça, avec beaucoup de bienveillance. Le fait qu'on discute de ces enjeux de performance et que quelqu'un qui tienne aussi avec Atemis, qui est un laboratoire d'intervention et de recherche qui était vraiment en charge de tenir ces enjeux de coopération, de prendre les contraintes de tout le monde en compte. Donc voilà, c'est juste le fait de donner cette possibilité de coopérer, bizarrement ça facilite la coopération. On passe maintenant du coup à Fabien. Et ça va être aussi, je pense, en même temps ta présentation. Moi j'aimerais bien comprendre c'est en quoi l'économie de la fonctionnalité de la coopération change le métier d'architecte. Alors le métier d'architecte, ton métier d'architecte, je sais pas. Le mien, ma pratique, notre pratique au sein de l'agence, oui. À nos débuts, donc j'ai créé l'agence en septembre 2009. J'ai commencé, j'étais tout seul. Voilà, j'ai commencé à travailler comme on m'avait toujours appris en fait depuis les 10 années qui ont précédé, et j'ai répondu à des appels d'offres, etc. Voilà, jusqu'au jour où ça a commencé à devenir difficile parce que on répond à un appel d'offres, il y a 50, 60, 70 offres en face, et puis pourquoi moi et pas les autres? Donc voilà, et entre-temps j'avais embauché un salarié, donc il fallait commencer à faire un peu de chiffres aussi pour pouvoir alimenter tout le monde. Et encore une fois, on voyait que on avait de plus en plus de difficultés à décrocher des marchés, jusqu'au jour où 2014, élection municipale, on a 3 marchés publics qui sont purement et simplement annulés avec les nouvelles équipes en place, et pas de bol, on avait 2 entreprises qui nous faisaient travailler, qui ont mis la clé sous la porte à peu près en même temps. Ça représente 65% du chiffre d'affaires sur lequel on fait une croix en un mois de temps. Donc c'est là, puis tout dégringole. À ce moment-là, donc je me suis posé, j'ai essayé de voir un peu comment on allait pouvoir réagir, et je me suis rendu compte que je passais à peu près 2 mois de mon temps chaque année à temps plein à répondre à des appels d'offres, à faire des photocopies, des méthodos et des trucs comme ça. Donc je me suis dit qu'après tout, c'était pas très intéressant. Donc j'ai arrêté, j'ai cessé purement et simplement, quand bien même la logique aurait voulu que je réponde encore plus à des appels d'offres, j'ai cessé totalement de répondre aux appels d'offres. Et j'ai dit à Jérémy, voilà, maintenant on va réfléchir simplement, voilà, la trésorerie c'est ça, on dépense X par mois, on a très exactement 5 mois pour trouver une solution, faute de quoi on met la clé sous la porte. Donc maintenant, et paramètre majeur, je ne réponds plus à des appels d'offres. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on est parti sur pourquoi on vient nous voir, nous, Envergure Architecte. Qu'est-ce qui fait notre force, qu'est-ce qui fait notre spécificité, qu'est-ce qui fait notre compétence, et en quoi, quelles sont réellement nos vraies compétences.
on est architecte, diplômé, etc. Ça, tout le monde est diplômé, en tout cas dans ce métier. Tout le monde sait faire de la modélisation 3D, peu ou prou, tout le monde sait faire des plans. Donc on ne vient pas nous chercher pour ça. On ne vient pas nous chercher non plus pour faire des beaux dessins, pour faire des beaux plans, pour faire un permis de construire. On ne vient pas nous chercher non plus pour faire un bâtiment fonctionnel. On vient nous chercher pour encore autre chose que ça. Et pourquoi ? Etc., etc. Et puis on a creusé, jusqu'à descendre très profond et à retrouver vraiment le caillou originel. C'est même plus une pépite. et à partir de là, on a tout reconstruit. Et c'est assez simple. Enfin, on est arrivé à un truc qui est assez simple. On s'est dit, bah voilà, on s'est rendu compte que nos clients, quand je disais tout à l'heure que les besoins de nos clients sont comme un iceberg et qu'on nous donne que la partie émergée de l'iceberg, il faut aller chercher, comment on va chercher ce qu'il y a en dessous. On a remonté une offre complète pour aller chercher ce qu'il y a en dessous. Et on a expliqué ça à nos prospects, les quelques prospects qui sont venus à ce moment-là. Et pour vous donner un ordre d'idée, il restait 5-6 000 euros sur le compte de la boîte quand on dépense 10 000 euros par mois. Et ce jour-là, on a signé un contrat. Et donc on a fait une maison médicale qu'on livre là au mois de décembre. Et on a simplement convaincu notre interlocutrice de venir chez nous quand elle avait comparé ce qu'on lui proposait versus les 4 ou 5 autres agences d'archi qu'elle avait consultées. Et donc ils nous ont bien dit, voilà, ce que vous me proposez, c'est pas comparable. On n'arrive pas à le comparer avec les autres. C'est autre chose. Ça correspond beaucoup plus à ce qu'on attend, ce dont on a besoin, parce qu'en l'occurrence, on co-construit littéralement le projet avec nos clients. Ils travaillent avec nous, purement et simplement, au sein de l'agence. Et on a remis nos clients au milieu, avec leurs besoins, avec leur iceberg, et on a organisé tout autour le matériel, les ordinateurs, les compétences d'archi. Alors initialement on était 2, donc c'est assez facile, mais voilà, aujourd'hui on est 3 architectes à temps plein. Là en ce moment on a une stagiaire par exemple en stage d'ombre pendant 4 mois, elle participe comme tout le monde au truc, elle n'est pas à côté. Voilà, on a un stagiaire en observation pendant 3 jours qui est en 3e, il va pouvoir dire ce qu'il a envie de dire. Et parfois il y a des trucs comme ça qui sortent, et toujours dans l'idée qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la compétence absolue et la réponse à tout. Et notre client lui-même, il n'a pas la réponse à tout, accessoirement. Et c'est ce qu'il faut qu'il comprenne. C'est ce qu'on l'amène à comprendre. Et progressivement, on échafaude son projet complètement. Donc on est vraiment dans une recherche itérative de leur projet, et non plus dans une réponse avec une conception a priori de leurs besoins, en disant voilà, on pense que vous avez besoin de ça parce que vous nous avez écrit votre cahier des charges, donc notre réponse c'est ça. Voilà, ça c'est en mode concours, c'est en mode appel d'offres, etc. C'est rigolo 5 minutes, mais fondamentalement on n'innove pas avec ça et on répond pas aux besoins réels de nos clients. Donc a fortiori des utilisateurs, que ce soit des locataires dans le cadre d'un logement social, ou des collaborateurs d'une entreprise dans le cadre du milieu professionnel. Si on n'a pas l'utilisateur final en face, on peut sortir les plus beaux projets de la Terre, ça ne sert à rien. En tout cas, ce sera totalement inopérant, et de plus en plus inopérant à mon sens, dans la société dans laquelle on vit. Voilà. Donc, si je résume, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, elle a transformé un peu ton métier d'architecte, dans le sens où ton métier consiste d'abord à réellement analyser les vrais besoins de tes clients. Mais est-ce qu'au final, si un architecte il réfléchit aux besoins de tes clients, il ne va pas essayer de dire
Ouais, mais en fait, est-ce qu'il ne va pas créer le besoin pour construire finalement toujours plus, pour faire toujours plus de travaux? Parce que au final, c'est ça qui t'arrange. Plus il y a de travaux, plus tu es content. Donc forcément, tu vas me trouver des besoins. Du coup, tu serais dans une logique de volume et ce ne serait pas vraiment l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Alors oui et non. Alors on explique, c'est pas évident. Parce qu'il y a des contextes qui font que les choses sont plus... La théorie est plus facile à penser que la pratique à réaliser, mais j'ai toujours, à force de réfléchir sur le sujet, on s'est fini par expliquer à nos clients que la performance technique est une performance qui devient obsolète au moment où elle est appliquée. Vous avez tous une voiture, c'est globalement, quand vous l'achetez, elle est déjà obsolète, parce que c'est une conception qui date de 4, 5, 6 ans avant. Le temps de produire, d'inventer, produire, etc. Voilà, donc c'est la même chose avec un bâtiment RT 2012. Quand vous l'avez construit, il est déjà obsolète parce qu'on sait déjà faire beaucoup mieux que ça aujourd'hui. Mais c'est la règle, c'est la norme, donc on fait le strict minimum quand on s'en contente. Et voilà. Et donc la performance, si performance absolue il devait y avoir, ce serait le fait de ne rien construire. Si vous construisez rien, il n'y a pas de facture d'énergie, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de, il n'y a pas d'impact environnemental, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà. Donc partant de là, comment on fait pour justement, en tant qu'architecte, c'est là où plus on avance, moins on rentre dans les cases des marchés publics, qui eux fonctionnent au pourcentage d'un montant de travaux qui lui-même au mètre carré, au coût au mètre carré. Je ne sais plus ce que je disais. La performance, c'est de rien construire. Oui, voilà. On en arrive à se dire, dans ces cas-là, si nos clients ils viennent, ils viennent pour ça justement. C'est la pépite qu'on a été creusée à 50 km sous terre, c'est ce à quoi on en est arrivé en fait. Et à partir de quoi on a tout reconstruit. Ou plutôt on est en train de tout reconstruire parce que c'est loin d'être évident. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Cela dit, construire, alors ce serait dans la pratique, ce serait plutôt construire moins pour construire mieux. Et dans ces cas-là, vous savez que vous allez construire là, ici, voilà, mais vous regardez un petit peu autour ce qui se passe, vous vous rendez compte que il y a peut-être des gens qui ont un intérêt particulier à ce que vous habitiez là. Et comment on fait pour faire en sorte que vous deveniez la ressource de vos voisins et que vos voisins deviennent eux-mêmes une ressource pour vous. Donc ça a été ce qui nous a amené aussi tous à réfléchir sur le sujet à travers ce qu'il y a là ici à l'écran. C'est toutes ces dimensions-là justement qui viennent se greffer, s'intégrer autour de ce noyau initial de ne rien construire, en tout cas de construire beaucoup moins que ce qu'on a réellement besoin. Alors avec du logement, c'est beaucoup plus difficile parce que vous n'allez forcément pas partager votre chambre et votre cuisine avec votre voisin, mais ça pourrait être, par exemple, une chose qu'on avait proposée sur Begin Edges en termes d'environnement, de préservation de l'environnement, de biodiversité, ça peut être de faire en sorte que les compétences des habitants puissent devenir une ressource pour quelqu'un d'autre, pour la société en général, voire même la planète tout entière si on pouvait. L'idée étant par exemple que on nous demandait par exemple d'imaginer des jardins potagers. On
pouvez tout à fait imaginer travailler avec un centre de recherche ou en agronomie ou comment un centre qu'on avait trouvé en Russie en l'occurrence de préservation de graines de plantes qui n'existent plus du fait, enfin qui sont plus cultivées aujourd'hui du fait de l'agriculture intensive. Comment on fait pour faire il voulait développer plusieurs béguinages. Comment on fait pour faire en sorte que ces béguinages deviennent une espèce de pépinière, de plantes rares qu'on peut ensuite disséminer à travers le territoire et progressivement régénérer de cette façon la biodiversité, je vais y arriver, la biodiversité locale. Voilà. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais ça vient avec ça, lien au territoire, le vivre ensemble, parce que vous avez partagé vos poireaux et vos carottes avec votre voisin, parce que vous allez être tranquille dans votre potager. Et en termes d'efficacité énergétique, vos carottes, elles ne viennent pas de l'autre bout de la terre, elles viennent d'ici, juste à côté. Et en termes de santé des habitants, c'est la même chose. Qui dit biodiversité foisonnante dit aussi qualité de l'environnement nettement meilleure. Donc après, à partir de là, comment on recalcule les retombées réelles, là ça dépasse notre métier d'architecte, mais en tout cas, à notre niveau, on est capable déjà d'aller proposer des solutions de cet ordre-là. Oui, je voulais préciser ou en tout cas intervenir sur un positionnement de maître d'ouvrage, parce que quand Fabien parle du client, moi je ne sais pas de qui tu parles, je ne sais pas si tu parles de l'utilisateur ou de celui qui t'a passé la commande. En tout cas, il me semble que dans ces questions, c'est vraiment les trois parties qu'il faut prendre en compte. Les architectes construisent pour des maîtres d'ouvrage et souvent, ils ont peu accès aux besoins des futurs usagers. Et c'est ça qui pourrait être vraiment intéressant. Pas travailler avec le vrai futur occupant du logement machin, parce que ça, on n'y arrivera jamais. Mais peut-être de réfléchir à un travail en amont de coproduction, effectivement, avec des représentants d'usagers, avec des gens qui auraient tel type de besoin, tel type de profil, etc. Ce qu'on ne fait pas. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir faire en tant que maître d'ouvrage, j'avais imaginé, j'ai en tête un projet que j'ai pas encore réussi à faire sortir de terre, mais le groupe Habité pourrait m'y aider dans ses multiples compétences. Il se trouve qu'on devrait toutefois aller chercher quand même les futurs usagers qui ne sont pas au sein de ce groupe Habité. Ça, c'est une dimension complémentaire, me semble-t-il, qu'il faudrait intégrer. Absolument. Après, je suis désolé, on n'a plus le temps. Quand je dis client, c'est maître d'ouvrage et maître d'usage. Donc c'est les deux à la fois en fait. Oui. Enfin, de temps en temps, ils sont confondus, de temps en temps, c'est les... Du coup, on termine avec Olivier Delecroix. Olivier, est-ce que, même exercice, tu peux présenter en 3 minutes ta trajectoire vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? 3 minutes façon Fabien ou 3 minutes... Non, 3 minutes façon Olivier. Je ne sais pas si j'ai apporté des trucs. Bon, voilà. Donc, nous, la trajectoire vers l'économie et la fonctionnalité, c'était relativement simple. On est une jeune entreprise et on s'est dit, quand on a créé l'entreprise, qu'on allait faire mieux que les autres et qu'on allait réinventer notre métier. Et le réinventer, c'était juste le faire bien. Et donc, on a créé, sans le savoir, une offre servicielle qui était plutôt forte, plutôt étendue, donc dans notre domaine de la menuiserie. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on était confronté à un regard toujours le même, le regard du prix, c'est-à-dire que nos propositions commerciales étaient toujours étudiées sous le prisme réducteur du prix et rien d'autre. C'était donc un peu compliqué parce que notre offre servicielle consomme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tout ça pour finalement terminer par un regard rapide au travers du prix. Et donc, en rencontrant Simon et toute l'équipe de l'économie de la fonctionnalité, en fait, on s'est rendu compte, et ça a été l'intérêt de
de cette formation que j'ai pu faire avec tous et puis à travers le groupe Habiter après, qu'on avait une véritable offre servicielle, qu'elle avait une vraie valeur et qu'elle nécessitait, elle méritait et surtout nécessitait d'être mise en avant, ce qu'on a essayé de faire auprès de nos clients et ce qui de plus en plus fonctionne et ce qui nous a permis du coup de changer le regard en fait et l'analyse de nos offres, puisque désormais on est plus souvent maintenant regardé aussi à travers le prisme de notre offre servicielle et pas uniquement au regard du prix. Et là, eh bien tout de suite ça change le rapport et le temps qu'on passe est de plus en plus souvent récompensé parce qu'on s'est rendu compte que notre taux de transformation était bien plus élevé. Parce qu'il y avait déjà une meilleure valorisation, finalement, quand tu dis offre servicielle, c'est tous les effets utiles, finalement, que de par ton travail, tu crées à tes bénéficiaires. C'est ça ? C'est exactement ça, tout à fait. C'est notre principale offre servicielle et l'élément dont on ne se rendait vraiment pas compte, c'est que je passais énormément de temps à rechercher quels étaient les besoins de mes clients, et donc je rejoins un petit peu ce que Fabien disait tout à l'heure, mais en plus rapide. À rechercher quels étaient les besoins de nos clients justement, et ça prend du temps parce que c'était pas un rendez-vous, c'était 1, 2, 3 rendez-vous pour essayer de construire. Et d'ailleurs la solution qu'on construisait notamment en termes d'agencement par exemple était co-construite parce qu'en fait sans s'en rendre compte on construisait avec avec l'usager, nous c'est donc un client particulier principalement, eh bien on construisait avec lui, mais tout ça prend du temps et il existe même un métier pour ça d'ailleurs qui sont les architectes d'intérieur. Et donc en proposant cette offre-là, quelque part, on permettait, en tous les cas aux clients, d'éviter éventuellement l'intermédiaire. C'est sûr. De remplacer l'architecte. Donc tu avais deux choix potentiels. C'était soit de dire, bah non, tout le monde a les mêmes besoins, et puis finalement, j'essaye de standardiser le plus le besoin des clients, en faisant rentrer les besoins dans ce que je peux produire. Ou alors valoriser effectivement tout ce qu'on peut faire de différent et de spécifique pour chacun. Exactement. Et c'est beaucoup plus facile finalement d'être juste exécutant. Ça prend moins de temps et c'est donc certainement plus rémunérateur. Mais, ça te plaît ? Ça aurait plu de faire ça ? Ah non, absolument pas. Non, très clairement, être juste exécutant. J'ai un jour entendu un confrère répondre à un client. Le client ne savait pas ce qu'il voulait précisément. Le confrère lui a répondu, si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment moi pourrais-je le savoir ? Et ça m'a semblé complètement incroyable parce que c'est inintéressant. En tous les cas là, dans ces cas-là, mon métier ne m'intéresserait plus. Aujourd'hui, j'y trouve bien plus d'intérêt parce que justement, je vais creuser et rechercher cette pépite dont parlait Fabien tout à l'heure. On a parlé du coup de Beginov, là, une solution globale d'habiter. Est-ce que tu peux nous parler plutôt d'un autre regroupement que tu as monté qui regroupe pas l'ensemble de ces dimensions d'effets utiles, mais qui s'est concentré sur une dimension, il y en aurait peut-être deux, de ce schéma qui est l'efficacité énergétique. Et puis nous répondre aussi à cette question qui est, mais est-ce que finalement on est obligé de faire partie du groupe Habiter pour entrer dans cette logique d'économie à fonctionnalité de la coopération ? Est-ce que c'est un peu une secte ? Ou alors on peut coopérer avec des gens qui ne sont pas forcément formés à l'économie à fonctionnalité ou déformés plutôt à l'économie de la fonctionnalité ? Alors, cette question, je répondrai après parce qu'elle est compliquée. Mais donc la première, effectivement, concernant une autre expérimentation que Begin Edges, à laquelle donc on a participé également. On est en train de monter un groupement, groupement clairement. Donc au départ, à l'origine, donc Didier Dumont avec Dumont Énergie et puis donc nous de Lecroix Menuiserie. On est parti d'un constat en fait que la rénovation énergétique globale était un enjeu majeur aujourd'hui de l'habiter et de l'habitat notamment. Et qu'en fait cet enjeu, eh bien, il est compliqué parce qu'il y a peu d'acteurs sur le marché aujourd'hui capables, ou qui ont envie, en tous les cas, je ne sais pas, d'agir sur cette rénovation énergétique globale. Et donc, partant de là, on s'est dit, mais Didier Dumont, avec Dumont Énergie, il a cette capacité de répondre à une partie de cette rénovation. Moi, via notamment les menuiseries extérieures, il nous fallait trouver d'autres corps de métier, puisqu'il y a d'autres activités autour de la rénovation énergétique globale. Mais on s'est dit qu'il y avait quelque chose à créer et qu'il y avait surtout à coopérer pour pouvoir élargir nos offres. C'est-à-dire que moi, tout seul, les solutions que je peux proposer sont plutôt limitées en la matière. Peut agir sur, on va dire, un quart, si on prend le fait que la rénovation énergétique, c'est les fenêtres, le chauffage, l'isolation, voilà, ça fait un tiers. En coopérant, on peut éventuellement proposer à nos clients des solutions beaucoup plus globales. Problématique de peu d'acteurs sur le marché là-dessus. Autre problématique d'une grande défiance des usagers
Parce que, alors, c'est pas du tout le cas chez Delacroix Menuiserie, mais la tentation pourrait être forte quand je vais auditer une maison, par exemple, de dire ce sont vos fenêtres qui sont à remplacer et de chercher à remplacer les fenêtres. C'est pas le cas chez nous, mais ça pourrait l'être. Et donc là, il nous fallait, et c'est ce qui crée, je pense, cette défiance en fait aujourd'hui de l'usager. Et donc, on a imaginé pouvoir donner un caractère impartial à notre démarche, et donc notamment mettre en œuvre un audit thermique qui soit fait ni par Didier Dumont, ni par Delacroix, ni par, parce que depuis d'autres entreprises nous ont rejoint, notamment en termes d'isolation avec Arti Pével, dont le représentant est ici, voilà, Olivier Parent, avec Intermicien, donc Air Conseil, qui est une société donc, dont le gérant n'est pas là ce soir, mais... Et donc on s'est associé avec eux et ça nous permet de proposer en fait un audit thermique réalisé par un thermicien, qui n'est ni là pour vendre des fenêtres, ni là pour vendre le système de chauffage, et encore moins pour vendre de l'isolation. Il est là pour faire un audit factuel. Et je pense que cette façon de procéder devrait créer de la confiance, notamment pour l'usager, et réussir à supprimer cette défiance en fait, de l'usager aujourd'hui. Donc on a imaginé ce système avec, donc, grosso modo, 3 étapes. Une étape concevoir, donc l'audit est réalisé, des solutions sont proposées. Et puis une étape réalisée, lorsque le projet est monté, eh bien l'idée est de réaliser les travaux naturellement, mais on pouvait s'arrêter là. Ouais. On avait un sentiment de quelque chose d'inachevé, parce que aujourd'hui, je pense que la confiance vient aussi du résultat atteint par la solution globale. Et donc, on a imaginé, alors tout ça est en construction, hein, ça fait 1 an qu'on y travaille à peu près, je crois, 1 an et demi. On est un peu long finalement quand même à sortir les choses. Mais tout ça, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin. Et donc aujourd'hui, on souhaite s'engager sur une performance qui permettra de rassurer l'usager, mais qui permettra surtout pour nous de nous assurer que la solution qu'on met en œuvre, eh bien, c'est la bonne solution, et parce qu'on a cet engagement sur cette performance énergétique vis-à-vis de l'usager, eh bien, il faut qu'on soit nous-mêmes performants dans nos équipes et sur nos structures. Alors, cette performance énergétique, c'est par exemple vous vous engagez à ce que ma maison soit chauffée à 20 degrés pour cet hiver, et que ça ne dépassera pas autant pour chauffer ma maison à 20 degrés. Exactement. D'accord. Complètement. Complètement. Alors ça passe par diverses actions. Alors tout ça est à travailler naturellement, mais ça passe aussi par la formation des usagers aux solutions qui auront été proposées. Et il faut le former, ça passe aussi par les remontées d'informations. Alors tout ça c'est à construire. On imagine une plateforme numérique sur laquelle les données seraient intégrées automatiquement, qui pourrait être analysée, et on pourrait du coup faire redescendre cette analyse auprès des usagers qui consommeraient plus, et voir pourquoi est-ce qu'ils consomment plus que le voisin qui a la même maison, qui a eu la même solution ou autre. Donc tout ça, ça laisse des perspectives extrêmement intéressantes. Et ça montre la véritable valeur de la coopération entre acteurs, alors là en l'espèce entre acteurs autour de la rénovation énergétique. Et justement, une dernière question par rapport à cet enjeu de la coopération. Je disais, est-ce que à la base ça s'est monté avec l'entreprise Dumont Énergie qui faisait partie du groupe Habité, qui a été formé à l'économie à fonctionnalité et la coopération. Puis tu dis, il y a d'autres entreprises qui vous ont rejoint. Comment ça s'est passé ? Elles étaient formées à l'économie à fonctionnalité et la coopération, ou sinon, comment ça s'est passé cette intégration ? Parce qu'on a vu que ça se passe pas forcément toujours très très bien. Donc, raconte-nous un petit peu cette histoire. Elles ne sont pas formées, elles ne le sont toujours pas, mais elles vont l'être très bientôt. Et en fait, mais très concrètement, on s'est assuré, je pense, sans se le dire, enfin, Didier, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que sans se le dire, on s'est assuré qu'elles étaient EFC compatibles. Clairement. Alors, il faut quoi pour être EFC compatible ? Avoir une barbe rousse et fournie. Non, il faut quoi ? Il y a un état d'esprit, je pense qu'il y a un véritable état d'esprit, il y a une volonté, en fait, à mon sens, de vouloir mettre au cœur de
chacun de nos dispositifs, de mettre l'usager au cœur de nos dispositifs, au cœur de nos réflexions, au cœur de nos actions, et ne pas partir, comme tu me disais tout à l'heure, dans l'agencement par exemple, je pourrais tout à fait me contenter de construire des choses toutes pareilles, etc. Non, je préfère aujourd'hui, et c'est bien plus intéressant, de partir des besoins de mon client et de remonter sur une solution. Là, je pense qu'en fait, pour être EFC compatible, il faut avoir cette envie, non pas de fabriquer et se demander après à qui on va le vendre, mais de chercher à qui on va, en tous les cas, quel problème on va vouloir solutionner, et donc quels sont les besoins de nos clients respectifs, des usagers de nos solutions, et ensuite de créer la solution autour de ça. Et ça, c'est un véritable état d'esprit. C'est quelque chose d'extrême, enfin, qui est différent de ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Et ça, on s'est assuré, je pense, on verra l'usage, mais on s'est assuré en tous les cas de ce même état d'esprit. Le tout avec la notion de développement durable bien ancrée dans la stratégie, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup. On peut les applaudir du coup, mais pour leur intervention. Je propose qu'on prenne un temps de questions avec la salle, qu'on prenne 3-4 questions si vous en avez. Voilà, c'est pas peine le temps de le dire qu'il y a déjà 2 mains levées. C'est parti, Olivier. Bonsoir à tous. Alors moi des questions j'en ai plein, je vais me contenter d'une seule. Vous avez démontré vraiment que vous étiez forts ensemble. Est-ce que ça veut dire que tout seul vous n'êtes pas dans l'EFC? Regardez, je prends les 3 questions et puis Audrey. Alors pareil, j'ai plein de questions, mais je vais me limiter à une question très factuel. Donc le projet Béguinage n'a pas pu aboutir, mais d'après ce que j'ai compris, vous l'avez imaginé pour pouvoir être duplicable. Qu'est-ce qui va devenir? Vous en faites quoi aujourd'hui de ce bébé? Est-ce qu'il peut avoir une nouvelle vie dans d'autres conditions? Est-ce que vous êtes déjà en réflexion par rapport à ça? Moi, j'étais interpellée par le témoignage de l'architecte. Et du coup, la question qui me vient, c'est est-ce qu'on ne rentrerait pas dans l'EFC quand on est vraiment obligé de se poser les questions de fond face à une impasse économique? Sur la première question, on a beaucoup parlé de coopération. Donc non, bien sûr, on considère tous qu'on est plus fort ensemble. Et heureusement qu'on a aussi une vie tout seul. Mais oui, je pense que vraiment, on est plus fort ensemble. C'est ça qui nous intéresse dans la démarche. Mais je peux peut-être répondre sur la deuxième également, sur Béguinage. Le projet Béguinage est un projet qui va sortir. C'est juste pas nous qui allons le réaliser, parce qu'on n'a pas été retenu au niveau de l'appel d'offres. Le groupement qu'on avait constitué, qui était Béguinov, pour répondre à ce projet, existe toujours, et les solutions qu'il avait imaginées, on peut tout à fait les mettre en œuvre avec tous ceux qui sont intéressés, en tout cas y réfléchir. Et du coup, je me permets aussi de répondre à cette question sur la suite de Béguinov, c'est que l'une des expériences, ce qu'on a appris à travers aussi ce projet, c'est que c'est très compliqué de vendre une offre globale tout de suite d'habiter avec tous ces effets-là. Enfin, je veux dire, pour s'engager dans cette logique avec tout ça comme enjeu, ça implique plein d'acteurs très très différents. Il faut un niveau de confiance super élevé pour pouvoir dire je m'engage dans cette logique-là avec vous sur 20 ans pour construire 50 logements par an. Enfin, c'est quelque chose de... Donc la conclusion qu'on s'est dit, mais peut-être que déjà on va essayer de prendre chacun des enjeux pour l'instant séparément et essayer de construire des solutions avec des acteurs sur ces enjeux spécifiques à la fois pour apporter toujours plus d'éléments de confiance justement pour porter l'ensemble à la fin. Parce que finalement ce qui nous manquait aussi c'était d'apporter ces éléments de confiance qu'on était capable de tenir le tout. Et nous on voulait expérimenter tout ça, on n'était pas encore capable et puis on avait besoin des habitants, on avait besoin de plein de choses qu'on n'avait pas forcément à disposition. Donc voilà, l'une des suites, c'est de dire qu'on se, entre guillemets, spécialise pour un temps, en tout cas, sur ces enjeux-là en particulier. Et pour compléter, le projet Béguinage va sortir, mais il ne prendra pas en compte tous les enjeux qui ont été présentés dans le film. Ouais, et pour conclure aussi, on a une base sur laquelle je pense que maintenant, si on devait revisiter avec les quelques mois de recul qu'on a désormais sur le sujet, le projet, on irait encore beaucoup plus loin dans certains des points qui sont là, avec une réponse peut-être encore plus pertinente que ce qu'on avait imaginé au départ. Alors la question à l'archi, c'était quoi? Oui, est-ce qu'il faut être au fond du trou pour Agnès, tu peux répondre aussi à la question. Alors
Alors je ne sais pas si je me serais posé ces questions-là si j'étais pas dans cette situation-là. Ce qui est sûr, c'est que je fais partie du CJD, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, et on a appris, enfin on nous apprend en l'occurrence au CJD, à ne pas réfléchir de manière instantanée. Enfin on essaye d'anticiper les choses. Et donc la logique CJD, c'était plutôt de se poser et de regarder où est-ce qu'on en est. Et si on doit se planter, eh ben, qu'on se plante correctement. Ça, c'est la première chose. Et puis, si on doit rebondir, qu'on rebondisse correctement. Et donc, j'avais anticipé les deux scénarios. Un avec mon expert comptable et le deuxième avec mon collaborateur. En faisant en sorte que ce soit celui du collaborateur qui l'emporte. Mais c'était pas gagné d'avance. Donc, je dirais que plutôt ça a été l'aiguillon qui a, c'est qui a allumé la mèche, mais voilà, je pense que j'y serais arrivé, peut-être pas aussi vite. C'est peut-être plutôt ça la réponse. Voilà. Parce que là, on n'avait pas de choix. Je vais encore compléter sur les propos de Fabien. Vouloir faire ce parcours, c'est pas parce qu'on est au pied du mur ou devant le gouffre, mais c'est en tout cas parce qu'on se questionne sur son modèle économique et sur la pérennité de son modèle économique. Voilà, tout simplement. Je prends des questions là-bas, du coup. Alors, Isabelle. Merci. Bonsoir et merci pour vos interventions. J'ai une question et puis une réflexion. Moi, je suis frappée, mais vraiment frappée, de vous avoir tous les quatre entendu dire que vous aviez redécouvert votre client et de répondre aux besoins du client. Alors là, moi, je me dis, si l'innovation, c'est ça, bravo. L'innovation, c'est revenir à l'essentiel. Mais bon, c'est peut-être notre époque qui veut ça, je sais pas, mais... Enfin voilà, je suis frappée que vous soyez revenu à ce qui pour moi est l'essentiel de vos métiers. Mais peut-être que vous pourrez me répondre. Et j'ai une question, parce que j'avais suivi un peu le projet Begin Edges. Pourquoi vous n'avez pas été retenu ? Est-ce que vous le savez ? Et s'il y a des choses que vous avez du coup pu... améliorer ou pas, ou est-ce que votre offre était beaucoup trop avancée par rapport aux maîtres d'ouvrage qui, en fin de compte, avaient plein de desiderata, mais n'étaient pas aussi avancés que vous? Dominique Delagorce. Donc une réflexion aussi, c'est ce qui me frappe, c'est effectivement, enfin c'est le plaisir que vous semblez avoir eu et avoir à travailler ensemble. Et donc, si l'UFC, ça sert à ça, à travailler en transversal et avec plaisir, c'est déjà énorme. Ça me paraît voilà, très, très important. Et alors, la question, c'est sur Begin Edges. Donc, en dehors du fait que ça vous a effectivement bien permis d'avancer en transversalité, est-ce que, et puis en élargissement de vos domaines à chacun, est-ce que, comment vous voyez la question du modèle, du modèle industriel, de l'objet clé en main comme modèle que l'on veut dupliquer, multiplier? Moi, personnellement, en tant qu'architecte urbaniste, et surtout sur le urbaniste, ça m'a toujours posé question. Je pense que c'est effectivement un moyen de faire une économie d'échelle, mais c'est très compliqué d'intégrer tous les éléments contextuels, le terrain, le relief, le vent, la pluie, le soleil, le lien avec les voisinages, les mitoyennetés, enfin tous ces éléments-là. Comment on peut faire en sorte que le modèle moi, il me semble que c'est ça qui fait aussi l'intérêt du projet. Donc voilà. Est-ce que c'est imaginable de travailler avec cette même démarche, cette même méthode, mais sur un terrain précis? Bonsoir, merci pour vos interventions. Vous avez beaucoup parlé du fait d'intégrer les clients ou les parties prenantes dans les projets. Et moi, je me posais la question de comment vous faites pour intégrer en fait ce temps passé. Je suis absolument convaincue comme vous que c'est porteur de valeur, mais du coup, comment vous le valorisez
dans vos prestations, quoi. Comment vous vous faites rémunérer aussi sur ce travail-là. Merci. Alors, oui, mais ça va un peu dans le sens de ce que dit Dominique. Je me posais la question est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction entre la tentation de dupliquer un modèle, là vous avez parlé aussi tout à l'heure, faire un produit sans penser au client, mais en essayant de le vendre le plus grand nombre possible. Et finalement, ce que vous avez dit juste après, ce qui était de dire il faut faire du sur-mesure. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est ça l'essence même, c'est de partir du client. Et je crois que notre société a du mal de se défaire de cette tentation de la duplication du modèle et du produit. Et comment montrer que le sur-mesure, alors il y a le produit sur-mesure ou il y a le process sur-mesure. C'est-à-dire que ce qui est important à dupliquer, c'est le process et pas le produit. Voilà. Donc, enfin, c'était une réflexion que je voulais faire. Notre offre n'a pas été retenue parce que c'était pas convaincant sur le plan de la maintenance. On a eu un vrai problème de décalage entre le projet initial et l'ambition initiale et le suivi de projet, et notamment une AMO qui était pas basée là-dessus. Et ensuite, la façon dont le projet a été noté ne tenait pas du tout compte des enjeux qui étaient des enjeux initiaux. Et nous, on a souhaité tenir notre position initiale. Donc, à un moment donné, on était en décalage complet, finalement, avec ce qui était attendu. J'allais répondre sur la question de duplication. Moi, j'ai une structure qui s'appelle Création Bois Construction, qu'on a repris au départ pour faire de la construction bois industrialisée. Donc on était vraiment dans cette logique-là, de dire on veut industrialiser le bâtiment, on va créer des volumes, on va baisser les coûts. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué par rapport à ce modèle initial, parce qu'effectivement, ça pourrait tenir la route, sauf qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de projet ou il n'y a pas de volume suffisant pour arriver à cette logique de volume qui ferait baisser les coûts. Par contre, aujourd'hui, on fait des opérations avec Création Bois qui sont vraiment extraordinaires, mais avec du bois qui est visible à l'intérieur, qui apporte une vraie chaleur, qui apporte un vrai confort d'usage et qu'on vend un petit peu plus cher que ce qu'on vend sur une offre initiale. Par contre, on répond vraiment à un vrai besoin. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais sur mon expérience de Création Bois, c'est très visible. Après, pour l'aspect duplication, c'est plus la méthode et l'approche qu'on souhaitait dupliquer, davantage que le produit, le produit lui-même. C'était plutôt le concept qu'on imaginait être en mesure de dupliquer. Pardon ? Ouais, mais ça c'est pas notre vidéo, c'est celle du maître d'ouvrage. Ouais. Et c'est tout à fait, c'est un des points qu'on avait soulevé dans notre offre. Sur la réflexion sur le client, la place du client, on vous avait pas appris en école de commerce qu'il fallait faire en fonction des besoins du client ? On nous a surtout pas appris qui était devenu le client. Et ça m'intéresse cette réflexion parce qu'effectivement, ça paraît complètement incongru. Mais il faut juste se dire qu'aujourd'hui, moi je parle que du particulier parce que je travaille quasiment exclusivement avec des particuliers. Il faut du parfaitement sur mesure, très bien fait, surtout fait pour hier et pour 3 centimes d'euros. Et donc, forcément, le consommateur tel qu'il est devenu aujourd'hui, est-ce qu'il a toujours été, j'en sais rien finalement, mais il ne nous permet pas, enfin en tous les cas, il faut lutter pour pouvoir le garder au centre de nos préoccupations. Parce que si on répond simplement à toutes ces exigences, si on essaye de se plier à ces exigences, alors on ne le met surtout pas au centre des préoccupations parce que c'est impossible. Donc c'est une vraie démarche que de vouloir le mettre justement au centre de nos préoccupations par rapport à ces exigences qui deviennent assez compliquées. Donc il faut lutter, c'est très chronophage, ça demande beaucoup d'énergie, enfin en tous les cas en ce qui me concerne, moi pour cette partie particulière, après en B2B, je sais pas, je travaille peu avec les professionnels. Mais ça veut dire qu'en gros, mettre au centre le client, ça veut dire coopérer avec lui. Et c'est-à-dire que lui aussi coopère avec vous. Je rappelle la définition de la coopération, enfin, telle qu'on l'applique dans notre jargon, c'est la capacité à prendre les contraintes des autres dans son propre travail. Et quand c'est fait, le projet est merveilleux et toutes les équipes sont ravies.
la solution est belle. Donc il prend tes contraintes aussi à toi en compte. Mais c'est ce que tu dis quand tu penses après, ça prend du temps. C'est le faire comprendre tes contraintes à toi et qui rentre dans cette logique-là. Et c'est vrai que quand on n'a pas le client qui rentre dans cette logique de coopération, tout ce qu'on a dit avant, faut pas lui vendre ça. Il faut lui vendre le standard, c'est ça qu'il veut. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Je vois qu'il y a encore des questions qui se posent, malheureusement. Effectivement, la question de la valorisation financière de l'affaire. Comment on s'y prend? Qui veut y répondre? C'est pas tout le temps le Barbureau qui s'y colle. Alors ça reste une difficulté, une réflexion, mais pour notre part, architecte en l'occurrence, on a aussi... alors on s'est posé la question de savoir comment on répondait aux besoins de nos clients, mais ça pose aussi la question du process de fabrication de l'architecture, tout simplement, et quelles étapes par quelles étapes on passe? Alors il y a la loi MOP, c'est très réglementé quand on travaille en marché public, il y a vraiment des phases d'études bien précises. Si là-dessus vous bousculez tout ça avec une approche différente, avec le numérique, avec le fait que votre client il est à côté de vous quand vous travaillez, par définition, la facturation est forcément bousculée aussi, transformée aussi. Et après, il s'agit d'aller chercher vraiment ce pourquoi on vient nous chercher et ne facturer que ça. Et littéralement éliminer tout ce qui n'est pas directement lié à ça, ou si on n'arrive pas à l'éliminer, l'automatiser. Avec des algorithmes, avec tout ce qu'on veut en matière d'informatique, ça pourrait être de la robotique aussi, peu importe, mais faire en sorte qu'on ne passe pas de temps là-dessus, on ne dépense pas d'énergie là-dessus, on n'investit pas sur ce sur quoi notre client ne vient pas, ce pourquoi notre client ne vient pas nous chercher. Voilà, c'est tout. Moi, je dirais que c'est sans doute de réfléchir dans une logique de coût global et de coût évité. C'est plus d'investissement intellectuel, plus de développement au départ. Mais je pense que au final, on s'y retrouve économiquement. Moi, je le vois dans mon domaine, peut-être plus complexe, mais les propos d'Olivier m'ont beaucoup marqué aussi. Je pense que tu dois retrouver au final tout le temps passé à ce travail de co-construction avec le client en amont. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Le service après-vente, il se passe mieux. T'as pas besoin de revenir chez lui après coup parce que finalement, il avait pas bien expliqué sa demande et du coup, ça lui convient pas. Faut recasser, faut recommencer. Enfin, pour moi, c'est évident. Alors, c'est très difficile à mesurer ce gain. Il en parle, et donc ça crée aussi forcément d'autres demandes. Donc on s'y retrouve aussi indirectement, puisque c'est que du réseau et du bouche-oreille. C'est un cercle vertueux. Donc par rapport à la question de l'investissement financier, il y a l'enjeu aussi du coup de comment valoriser le temps passé. C'est ça aussi la question qui était posée. C'est ce qu'on appelle dans notre logique, et encore les jargons, la logique d'investissement immatériel. Je vous disais, il y a plein d'effets immatériels dans l'affaire. Et pour développer ces ressources immatérielles là, il faut de l'investissement. C'est pareil que pour du matériel, sauf que c'est pas le même type d'investissement et que le temps qui est passé, qui est consacré, vu qu'il est considéré comme un investissement, c'est pas qu'un coût. Déjà, ça change largement la logique de passer du temps. Et souvent les dirigeants qui rentrent beaucoup, le prochain plénière sera sur les questions vraisemblablement du travail. Et lorsqu'on aborde ces questions-là, je vois Christian Roquet dans la salle, d'organisation du travail, d'investissement immatériel, où il dit on travaille avec aussi les collaborateurs, il n'y a pas que le dirigeant qui rentre dans cette logique-là, il y a tous les collaborateurs aussi qui doivent passer du temps pour aller développer ces ressources immatérielles-là. Dans leur tête, c'était un coût. Puis en fait, quand on regarde un petit peu tous les effets utiles effectivement que ça peut créer, on se dit non, c'est pas un coût, c'est un investissement. Ça, c'est la première chose.
Et puis après, il y a la valorisation financière de l'offre, de tout ce qui est apporté. Et forcément, dans l'idéal, il faut changer l'unité de facturation. Si on peut sortir du prix au mètre carré, c'est génial. Ça, c'est clair. Et puis en même temps, le fait de savoir valoriser cette ressource immatérielle. On est capable de le valoriser même dans le prix au mètre carré. Parce que potentiellement, lorsqu'on a compris tous ces effets utiles en plus, on est peut-être prêt à acheter un peu plus cher le prix au mètre carré. Alors, ce n'est pas très bien valorisé. C'est une solution, on va dire, intermédiaire, on va dire ça comme ça, tant qu'il n'y a pas la confiance suffisante pour pouvoir changer l'unité de facturation. Mais c'est un entre-deux qui est quand même intéressant et qui permet de dire, oui, certainement, je suis plus cher, mais est-ce que vous bénéficiez potentiellement de tous ces effets utiles avec d'autres? Et c'est ce que Fabien, tu me disais aussi, c'est que lorsque pour tes clients ils se rendent compte de la valeur ajoutée que tu leur apportes, tu leur dis, mais allez voir mes concurrents, pour savoir en quoi je suis différent. Là, une technique, une manière de valoriser immatériel. En plus, immatériel, c'est lui qui, en plus, ce qui est très bien intéressant, c'est que c'est le client qui fait le boulot à sa place de valorisation. C'est brillant. Donc voilà un petit peu pour. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Il est l'heure. Je passe la parole du coup au président pour la conclusion de cette plénière. Merci beaucoup. Alors moi, je n'ai pas la prétention de faire une synthèse de ce qui a été dit, parce que c'était relativement riche. Et j'en suis incapable, mais c'est surtout de ressortir quelques petits éléments que j'ai pris au vol et qui m'ont interpellé. Déjà de dire que la coopération ne va pas de soi, elle ne se décrète pas, donc c'est pas simple. Il faut effectivement en avoir envie. Et ça, c'est extrêmement. Il faut y croire en fait. Il faut croire que la coopération peut amener beaucoup à ceux qui y mettent du temps, qui y donnent de l'énergie. Sur l'expérimentation de Beguinov, donc on s'aperçoit que la coopération n'a pas permis de gagner le projet, mais par contre, elle a généré bizarrement beaucoup de victoires. Parce qu'effectivement, elle a permis de développer des ressources immatérielles telles que la confiance, par exemple, donc la confiance dans ses membres, mais elle a aussi permis de faire naître beaucoup d'autres projets ou aussi des prises de conscience, de se dire qu'effectivement, peut-être que le morceau était peut-être un peu gros à avaler dès le départ, et qu'effectivement, la méthode, de remettre en cause peut-être la méthode et d'avancer beaucoup mieux. Ensuite, la coopération donc permet de creuser pour trouver des pépites et de mieux creuser ensemble, parce qu'effectivement on a des compétences différentes, des expertises différentes, des points de vue qui nous permettent de mieux cerner les problématiques et les demandes, les souhaits, les volontés des utilisateurs. Que la performance est multiple, elle est multiforme, elle est individualisable ou individualisée, et elle réclame une écoute fine, ce qui n'est pas simple parce que ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie, et elle réclame aussi de la co-construction. Et de plus, cette performance, on s'aperçoit qu'elle bénéficie à l'ensemble des participants et pas uniquement l'utilisateur final. Après, sur la réflexion sur c'est étrange de se dire que tout le monde a parlé qu'on se recentrait sur les besoins du client et sur le client, mais finalement, la vraie innovation, c'est de retrouver ce bon sens. Et on s'aperçoit qu'on a quand même été bien déformé par une société de consommation. Et d'ailleurs, dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération, quand on participe au dispositif, on passe par un sas de déformation pour justement apprendre à sortir de cette logique de société de consommation où on crée des produits, on les pousse pour pouvoir les vendre et finalement ne pas finalement juste questionner de quoi ont besoin les utilisateurs. Et même les utilisateurs ne savent même plus les exprimer, les besoins, parce qu'effectivement, ils pensent produit. Donc finalement, c'est une vraie innovation de retrouver ce bon sens. Et puis, je finirai juste par dire que finalement, oui, il y a du plaisir à coopérer, et c'est toujours bon à prendre, en plus de la performance qu'on peut en dégager. Voilà, donc juste quelques remerciements. Donc, je remercie les intervenants pour leur implication dans cette plénière et leur témoignage libre et passionné. Merci également à Simon pour l'animation et l'organisation de cette plénière. Merci également au Conseil régional qui soutient nos actions et la dynamique des nouveaux modèles économiques en région.
Un petit rappel de date. L'Agora de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et du club EFDD de Paris se tiendra le mercredi 29 novembre à la Caisse des dépôts à Paris. Et il y a plusieurs ateliers qui sont proposés le matin, notamment transition écologique, économique et sociale des territoires. Un autre atelier de l'alimentation au bien vivre alimentaire. Et un troisième atelier, transformer le travail, une condition de la transition. Voilà, et l'après-midi, des tables rondes sur la construction des trajectoires de l'économie de la fonctionnalité et quels appuis aux acteurs de terrain. Voilà, donc les inscriptions sont sur le site ieefc.eu. Voilà, je le dis lentement parce qu'il y a tellement de voyelles. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut encore applaudir les intervenants.